La loi HR 7311, plan de riposte des États-Unis pour contenir l'implantation de la Russie en Afrique, actuellement en deuxième lecture au Sénat américain, risque d'entraîner des conséquences sans précédent dans les rapports entre l'Afrique, la Russie, les États-Unis et leurs alliés. À la lecture de ce projet, on prend conscience du défi qui se dresse aujourd'hui devant le continent. Le risque de voir ce territoire servir de champ de bataille entre l'Est et l'Ouest. Un conflit dépourvu cette fois-ci d'idéologie et de lutte de classe. Le monde se retrouve devant un affrontement des deux plus grandes puissances militaires pour une question de pouvoir. Celui de continuer de dominer le monde à sa guise, face à celui qui demande le rétablissement du respect dû à son rang, qui impliquerait la reconnaissance de certains droits sur ses anciennes dominations. Si cette loi est adoptée, le secrétariat d'État sera chargé dans un premier temps d'élaborer et de soumettre au Congrès une stratégie et un plan de mise en œuvre des efforts des États-Unis pour contrer l'influence et les activités dites pernicieuses de la Fédération de Russie et de ses mandataires en Afrique qui compromettraient les objectifs et les intérêts des États-Unis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe affaiblie par la guerre était convoitée par les deux blocs. L'Amérique avait ouvert son coffre-fort rempli de billets de dollars pour celui qui souhaitait se servir, en vue de séduire et ravir la mariée aux yeux et à la barbe de l'URSS, qui proposait le communisme. Entre le chacun pour soi devant des liasses de billets que proposait l'oncle Sam, et le tous pour un et un pour tous des héritiers du bolchevisme avec très peu à boire et à manger, l'Europe n'a pas longtemps hésité. Alors pourquoi quand il s'agit de l'Afrique on sort le fouet et les gourdins ? D'abord on prépare des représailles contre des pays qui sont trop petits pour des affaires qui les dépassent. Mais comme près de la moitié de ceux qui s'étaient abstenus lors du vote sanction contre la Russie étaient africains, il a été considéré que la ligne rouge a été franchie. Mais cela ressemble plutôt à un prétexte. Pour dissimuler un plan de riposte déjà préparé à Washington contre l'offensive russe en Afrique. Donc, il ne faut pas s'étonner d'assister dans un proche avenir à des changements de locataires, et tentatives de changement de locataires dans certains palais africains. Car tous les États qui s'écarteraient de la ligne tracée par les États-Unis, frondeurs ou supposés l'être, serviraient d'exemple par le sort qui leur serait réservé. Alors quand ce projet verra le jour, l'oncle Sam va poser la fameuse condition habituelle. Soit vous êtes avec nous. Soit vous êtes contre nous. Il n'y aura pas d'autre choix. Et là, sauf si d'une même voix les Africains prenaient la parole pour défendre leur liberté de garder la neutralité dans ce contexte quelles que soient les conséquences éventuelles, en prenant leur courage à deux mains pour suivre la ligne des prédécesseurs, qui avaient décidé de garder la neutralité dans l'opposition des deux blocs. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'Afrique a l'obligation de réitérer cette promesse au nom de la paix. En martelant haut et fort, nous avons hérité du non-alignement. Alors on doit comprendre que nous tenons à cet héritage comme la prunelle des yeux. D'autant plus que l'Afrique est le seul continent dont tous les États sont membres du mouvement des pays non alignés. L'organisation internationale regroupant environ 120 États, qui se définissent comme n'étant alignés ni avec ni contre aucune grande puissance mondiale. Sinon ça pourrait être pour la première fois un choix de rupture avec la pratique héritée des prédécesseurs, qui s'est toujours révélée productive, malgré certaines difficultés liées notamment à ce problème de souveraineté du continent. L'Afrique du Sud, le Nigeria, les pays du Maghreb. Le Rwanda de Paul Kagame à l'instar des autres pays africains doivent prendre les devants et lancer un appel dans ce sens. Il ne faut pas attendre d'être mis devant le fait accompli. Si ce plan américain prenait la forme du plan Marshall dont avait bénéficié l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on pourrait discuter des conditions. Mais brandir des menaces pour quoi faire ? C'est vrai que depuis la décolonisation, l'URSS avait tissé des liens étroits avec de nombreux États africains, les soutenant dans leur lutte pour l'indépendance, et dans la lutte au quotidien pour ceux qui étaient supposés fraîchement indépendants. Après la disparition de l'URSS et le chaos des années 90, les transformations politiques et économiques internes ont poussé la Russie à quitter l'Afrique. Et c'est seulement une décennie plus tard, dans les années 2000, que la Russie a commencé un timide retour sur le continent, avec d'abord une visite du président Vladimir Poutine au Maroc et en Afrique du Sud en 2006,
puis la tournée présidentielle de Dmitri Medvedev en Égypte, au Nigeria, en Angola et en Namibie en 2009. Désormais, notre devoir est de rattraper tout ce qui a été perdu. Avait-il affirmé sur son blog à la fin de son séjour. Après le passage de la Centrafrique et le Mali sous la protection de la Russie à travers la société de mercenariat Wagner dans un premier temps, avant que Moscou n'admette l'évidence du bout des lèvres, ainsi que la multiplication des bases et coopérations militaires renforcées avec certains États africains, les États-Unis se rendent compte que la France se retrouve comme au début des années 50 en Indochine. Fortement contestée dans son pré-carré de confort. Aujourd'hui, force est de constater que progressivement et méthodiquement, la Chine et la Russie l'écartent des affaires de ces anciennes colonies dont certaines ont été par intermittence gérées par des militaires français ou des barbouzes qui dirigeaient les hommes de paille comme en Centrafrique, au Gabon ou aux Comores pour rester sur les exemples non moins symboliques que caricatural. Avec la guerre ukrainienne, les États-Unis trouvent une occasion en or, car l'Afrique est droguée au pain dont le blé est importé surtout de Russie et d'Ukraine. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED. Entre 2018 et 2020, elle a importé pour 3,7 milliards de dollars US de blé, soit 32% du total des importations en provenance de la Fédération de Russie, et pour 1,4 milliard de dollars US en provenance d'Ukraine, soit 12% de ces importations. Et toujours d'après ce rapport, pas moins de 25 pays africains importent plus d'un tiers de leur blé des deux pays et 15 d'entre eux en importent plus de la moitié. Il y a par exemple le Bénin qui dépend à 100% du blé russe, le Soudan à 70%, l'Égypte à 60% et la République démocratique du Congo à plus de 50%. Des pays comme la Somalie dépendent jusqu'à 70% du blé ukrainien, la Tunisie jusqu'à 50% et 40% pour la Libye. Et pourtant si on remonte dans l'histoire, on s'apercevra que la présence du pain en Afrique est assez récente. Du moins en Afrique subsaharienne. Mais il a su s'introduire et s'installer pernicieusement dans notre cerveau, et durablement dans nos estomacs. Mais comment le pain, cet aliment, parmi les derniers venus d'ailleurs, a-t-il fait pour conquérir le continent africain? Et qui a été à l'origine de son adoption par les Africains en l'espace de quelques générations? Eh bien n'allez pas loin. C'est le colon. L'anglais, le français, le portugais. La semaine dernière, l'Union africaine a dépêché Macky Sall, son président en exercice, pour aller crier famine chez Vladimir Poutine, l'actuel tsar de la Russie. Le priant de bien vouloir ouvrir le grenier à blé pour éviter la mort de l'éternel assisté de la planète, l'Africain. Mais le contexte actuel donne l'impression que Vladimir Poutine est fort peu prêteur en ce moment. Car il a été exclu du système SWIFT lui permettant d'être payé après la livraison de son blé. Sur un continent où poussent le mil, le maïs et le manioc avec peu d'efforts, on s'est retrouvé à imiter le colon et son mode de vie, en délaissant notre héritage culinaire. Le mode de vie du colon, assimilé au pouvoir et à la richesse, paraissait, et paraît toujours aujourd'hui très séduisant chez certains esprits. Comme toujours, les premiers à succomber furent d'abord les élites et les milieux aisés avant d'entraîner la masse. La Deuxième Guerre mondiale et l'industrialisation firent le reste. Aujourd'hui, c'est ce pain qui contribue à creuser les déficits commerciaux et menacer la quiétude sociale à la moindre crise internationale. Au début de l'ère coloniale, dans les dernières décennies du XIXe siècle, la nourriture de base des habitants d'Afrique noire variait en fonction des conditions géographiques et des saisons. Dans les régions tropicales et forestières, on produisait surtout des ignames, du manioc, du maïs, etc. Maintenant, la question serait de savoir si la présence et la consommation de ce produit transporté en Afrique dans les bagages du colon paraît irréversible dans le quotidien des Africains. Des Africains qui se retrouvent aujourd'hui devant un choix crucial. Celui du pain issu du blé du colon, et celui de l'héritage gastronomique immensément riche qui leur a été légué. Cependant, si on ne peut se passer de pain, il y a des questions qui méritent des réponses. Comment lancer la production de blé sur nos immenses terres arables pour remplacer les importations extérieures par le commerce intra-africain? Comment rassembler les moyens afin d'investir massivement dans les infrastructures de transport et de capacités de stockage efficaces?
Voilà entre autres les questions auxquelles l'Afrique doit répondre pour espérer survivre à la crise de pain qui constitue une menace grave pour la sécurité alimentaire du continent. Qui précède souvent les contestations, les émeutes, les insurrections, et les affrontements armés. Dans ce projet HR 7311, qu'on aurait pu intituler sans le risque de tomber dans le ridicule, à nous l'Afrique ou à personne, il y a un volet judiciaire visant à tenir pour responsable la Fédération de Russie et les gouvernements africains ainsi que leurs fonctionnaires qui se rendraient complices de l'influence russe et de ses activités considérées malveillantes. Au plus tard 90 jours après la date de promulgation de la présente loi, le secrétariat d'État élaborera et soumettra aux commissions compétentes du Congrès une stratégie et un plan de mise en œuvre décrivant leur plan renforcement des institutions démocratiques en Afrique. Pour explique-t-on dans ce projet, apporter un fort soutien aux initiatives de renforcement de la transparence. En travaillant sur l'amélioration des normes relatives aux droits de l'homme aux initiatives de lutte contre la corruption à la transparence fiscale sur les ressources naturelles et les industries extractives et d'autres principes de bonne gouvernance. Tout un programme. En matière de collecte d'informations, les États-Unis projettent de surveiller et rendre compte des opérations d'influence politique de désinformation russe et des activités des entrepreneurs militaires privés russes, liés à la Russie ou financés par la Russie en Afrique. Ensuite au plus tard 180 jours après la date de promulgation de la présente loi, et chaque année par la suite pendant 5 ans. Le secrétariat d'État en consultation avec les chefs des autres ministères et organismes fédéraux concernés le cas échéant soumettra aux comités appropriés du Congrès, un rapport sur la stratégie et le plan de mise en œuvre. Il y a aussi l'idée d'évaluer des priorités diplomatiques économiques et de sécurité mais aussi des objectifs stratégiques derrière un tel engagement de la Russie en Afrique qui impliquerait des intermédiaires russes, tels que des oligarques russes, des sous-traitants militaires privés et d'autres personnes et entités directement ou indirectement employées par la Russie, ou associées financièrement ou politiquement à la Russie, et ou à ses responsables qui participent à des activités ou les aident entre autres en manipulant les gouvernements africains et leurs politiques, ainsi que les opinions publiques et les préférences de vote des populations africaines et des groupes de la diaspora y compris ceux des États-Unis. Le projet dispose aussi d'un volet dans le domaine économique pour le contrôle des secteurs stratégiques en Afrique, tels que l'exploitation minière et d'autres formes d'extraction et d'exploitation des ressources naturelles, les bases militaires en multipliant et en renforçant les accords de coopération en matière de sécurité, et les technologies de l'information et de communication. Un compte-rendu détaillé de l'aide étrangère des États-Unis et d'autres initiatives élaborées et mises en œuvre au cours des 3 exercices précédents pour lutter contre l'influence de la Russie en Afrique, sera mis à disposition pour information des départements concernés. Les initiatives et programmes d'assistance financés par d'autres donateurs internationaux et pays partenaires seront mis à contribution. Le projet instaure le fichage pour d'éventuelles sanctions à travers un système d'identification des gouvernements africains et des responsables gouvernementaux russes, et d'autres personnes et entités qui ont facilité ou auront facilité des paiements et d'autres activités interdites au profit d'individus et d'entités sanctionnées par les États-Unis, et liées à la Russie, y compris en violation de la loi Magnitsky sur la responsabilité en matière de droits de l'homme. Dans l'arsenal de sanctions envisagées, les États-Unis disposent parmi une panoplie de sanctions aux rebelles à la ligne américaine un outil qui a déjà fait ses preuves en Iran, et qui serait d'une redoutable efficacité. Une arme qui frappe en ce moment de plein fouet l'économie de la Russie, et par conséquent l'économie mondiale. Il s'agit du système de messagerie SWIFT, développé dans les années 70 et qui permet à des banques d'échanger des informations entre elles. Elle est aujourd'hui utilisée par plus de 99% des banques dans le monde. Exclus de ce système, les Iraniens ont passé plusieurs décennies à réimporter en contrebande les importations déguisées de pays amis souvent frontaliers. Le projet va commencer par l'identification des sociétés et des personnes étrangères qui ont fourni ou auront fourni des services de transport, de logistique, d'administration, de franchissement des frontières ou de transfert d'argent à des mercenaires ou des forces armées russes opérant pour le compte du gouvernement russe en Libye. Cependant à l'Union africaine, on fait le sourd et muet. On croise les bras pendant que son avenir est discuté ailleurs.
Pour le cas de 1885, on peut accorder une excuse à nos résistants à la pénétration coloniale, parce qu'ils ne connaissaient pas l'existence de la conférence de Berlin. Donc, impossible à leur tour d'envisager des alliances. Mais aujourd'hui tous les pays africains, les organisations sous-régionales, et l'Union africaine regardent comme un immense troupeau de gnous dans la savane africaine, qui observent les félins installer leur guet-apens en se disant chacun, pourvu que ça ne soit pas mon tour. Dans l'œil du cyclone, le Mali et la République centrafricaine retiennent leur souffle. Parce que cette loi constituerait de lourdes menaces contre les liens tissés et assumés par les dirigeants actuels de ces États avec la Russie. Mais l'exemple de la Corée du Nord Kim Il-sung, du Cuba de Fidel Castro, de l'Iran de l'ayatollah Khomeini, et de l'Irak de Saddam Hussein doivent laisser songeurs certains palais africains. Une chose est certaine. De la réponse de l'Union africaine à cette injonction dépendra son futur. Si certains présidents rentrent dans des calculs personnels et que les pays partants rendent dispersés face à une loi qui concerne le continent dans son ensemble, les temps à venir pourraient prendre des formes dramatiques vécues par le continent au XIXe siècle. Comment ne pas refaire la même erreur deux fois et surtout pire qu'en 1885, où chaque résistant à la pénétration coloniale luttait seul dans son coin, alors que les envahisseurs coordonnaient leurs projets funestes. L'Afrique n'a pas d'autre choix. Elle doit, faute de parler d'une même voix, parler d'une seule voix. Celle d'affirmer la liberté de chaque pays africain de choisir ses partenaires. De changer quand ça lui chante. C'est cette liberté que les pères fondateurs sont allés chercher dans les mouvements des non-alignés. L'avenir du continent doit inéluctablement y puiser ses références.